partie. La première partie va faire pratiquement moins de 10 minutes, puisqu'on a déjà pris 13 minutes dans la présentation. Et la première partie qui va consister à parler un peu du métier d'analyse crédit, le savoir-faire, les compétences attendues, les compétences techniques recherchées et également aussi le savoir-être également aussi du métier. Ça sera la première partie. La deuxième partie sera un entretien, une simulation d'entretien et une personne va se prêter au jeu. On va choisir une personne parmi les personnes connectées et qui va se mettre dans la position, j'allais dire, bon, le formateur sera dans la position du recruteur et l'autre également aussi sera dans la position également aussi du candidat. Donc nous aurons une simulation d'entretien de pratiquement 20 à 25 minutes. Et à la fin de son entretien, l'expert va donner également des conseils, faire des recommandations et éventuellement surprendre quelques petites questions. Et tout ça en 45 minutes parce qu'on est déjà à 15h14. Donc, expert Yako, si vous nous entendez, je vais vous laisser la main pour vous présenter brièvement. Merci bien, monsieur Nguessan. Confirmez-moi que vous m'entendez aussi. Moi, je vous D'accord. confirme, attendez, je vous confirme 5 sur 5. Je ne sais pas si c'est le cas pour Ok. les autres. Moi, je vous entends 5 sur 5. Les autres, est-ce que vous pouvez me confirmer également que vous entendez très bien également, l'espère? Ok. Ok, merci à ceux qui ont confirmé. Parfait, Oui, moi parfait. je reçois. Bon, je vois des mains levées. Est-ce que c'est les anciennes mains? Peut-être qu'il faut Non, voir de quoi il s'agit non, exactement. ce sont les anciennes mains pour confirmer qu'ils vous Ok, entendent. Donc, je vais le faire baisser d'accord. rapidement. Voilà, donc c'est bon. Ok, donc merci. Donc, je me nomme monsieur Nyako Marius César. Je suis directeur des risques d'une banque de la place à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et donc, je suis entré en banque en 2008. Donc, vous convenez avec moi que ça fait un peu plus de 15 ans que je suis dans le domaine. Et il faut dire que je suis entré en banque dans la direction de la gestion des risques. C'est important de préciser que avant 2018, ok, les directions de gestion des risques géraient à la fois les risques et principalement les risques de crédit. Et à l'issue de l'avènement, disons, à l'issue de la refonte de l'avènement des accords de Bâle à appliquer à l'UEMOA, qui a commencé à partir de 2018, depuis lors, il y a une scission où le risque est devenu une fonction de contrôle, alors que initialement, la direction des risques gérait principalement le risque de crédit. Donc, elle est devenue une fonction de contrôle. Et puis ensuite, il y a une partie qui allait soit aux engagements pour faire l'administration de crédit. Vous verrez plus tard pourquoi je fais cette précision lors de nos échanges. Après, vous allez comprendre pourquoi cette précision. Donc, effectivement, j'ai un peu plus de 15 ans dans le secteur bancaire, notamment en tout ce qui concerne la gestion des risques de façon globale et principalement la gestion des risques de crédit. Donc, voici ce que je peux dire. En termes de parcours, ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Il y a une spécialité en gestion de projet, donc qui équivaut à un bac plus 5. Bon, j'ai une maîtrise en sciences économiques et sciences de gestion, un bac plus 4. J'ai fait l'ITB de la promotion 2012-2014. Et à côté de ça, j'ai fait plusieurs certifications, beaucoup de séminaires, après plus de 15 ans au risque. Donc, j'ai fait assez de séminaires sur tout ce qui est gestion des risques, sur tout ce qui est plan de continuité d'activité, sur tout ce qui est cartographie des risques et tout ce qui est réglementation bancaire. Donc, voici comment je peux résumer en ce qui concerne mon parcours, ma fonction. Et je vais dire mes qualifications en ce qui concerne le sujet que nous allons aborder ce jour. Je vous remercie. Merci, expert. Alors, aujourd'hui, pour ne pas dire chaque samedi entre 15h et 16h, je me transforme en journaliste. Donc, permettez-moi de vous poser quelques petites questions, deux ou trois questions, puisqu'on a déjà dépassé le temps prévu pour la première partie. Mais aujourd'hui, quand on parle d'une analyse crédit, à quoi est-ce qu'on fait allusion concrètement? Ou à quoi est-ce qu'on pense? Ou du moins, c'est quoi une analyse crédit tout simplement?
Monsieur Guessant, il y a eu des petites coupures à mon niveau pour Je reprends la répondre rapidement. question. Je reprends la Oui, oui. question. Oui. Aujourd'hui, tout simplement, comment on peut définir un analyse crédit, aussi simplement? Un analyste crédit, comme le nom l'indique, c'est d'abord un analyste. Donc, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui analyse. Analyser, c'est quoi? C'est évaluer, identifier, euh, euh, évaluer, identifier et au risque de me répéter, analyser. Et comme on le dit de façon spécifique, tout ce qui est demande de crédit, donc tout ce qui est demande de financement, dans le cadre, n'est-ce pas, de la banque, quand on parle de crédit, on parle de financement, on parle de concours. Donc, un analyste crédit a pour rôle, comme le nom l'indique, d'identifier, d'évaluer, d'analyser les différents concours, les différents financements que la banque, disons, est amenée à octroyer à ses clients. Parfait. Aujourd'hui, tout simplement, c'est un métier qui est en pleine croissance. Est-ce que vous pouvez nous simplement résumer leur utilité au sein d'une institution financière, ou bien leur rôle indispensable au sein d'une institution financière aujourd'hui? Il faut dire que la banque, n'est-ce pas, a pour principale activité, elle gère les risques. La banque a pour activité la gestion des risques. Les risques sous toutes ses formes. Mais initialement, la banque devait pouvoir capter, n'est-ce pas, les épargnes des agents à capacité de financement, n'est-ce pas? Donc les épargnants, elles captent, n'est-ce pas, les épargnes, elles captent ces flux-là qu'elle met à disposition des agents à besoin de financement. OK? Donc la banque utilise, n'est-ce pas, l'argent, permettons l'expression, des déposants euh, à un certain taux. En général, le taux est de 3 à 6%, qu'elle met à disposition aux agents à besoin de financement à un taux plus élevé qui va en Côte d'Ivoire entre 8 jusqu'à 15% pour la microfinance. Donc, voici l'activité principale résumée de la banque. Donc, le faisant, il va sans dire que l'épargnant peut venir à tout moment réclamer ses fonds. OK? Donc, il faut que ces fonds soient disponibles. Et pour que ces fonds soient disponibles, il faut que l'agent a besoin de financement, qui a bénéficié des fonds, puisse les rembourser, puisse les rendre. Donc, pour ce faire, la banque doit pouvoir équilibrer et gérer cela. OK? Donc, ceci dit, l'objectif d'un analyste de crédit consiste à faire cet arbitrage-là, à faire en sorte que la banque soit à l'aise lorsqu'elle octroie le crédit. Elle s'assure que l'entité à laquelle elle octroie le crédit est à mesure, n'est-ce pas, de rembourser le crédit obtenu. Donc, c'est vraiment cela l'objectif principal. Et puis, bon, il va sans dire qu'il y a beaucoup d'autres objectifs secondaires, mais l'objectif principal d'un analyste crédit est d'analyser la possibilité du client à rembourser, n'est-ce pas, le crédit dont il sera bénéficiaire. Donc, dit cela, vous voyez qu'il y a un lien très étroit entre le métier d'analyste crédit et le métier d'analyste risque de crédit. Est-ce que vous voyez? Donc, un analyste crédit, étant entendu qu'il analyse le crédit, donc de façon subtile, il recherche, n'est-ce pas, quels sont les risques qui sont inhérents à ce financement-là. De sorte que lui, au premier niveau, il va mitiger ces risques afin que la banque, n'est-ce pas, soit à l'aise lorsqu'elle octroie le crédit. Hein, on pourrait dire les principaux risques inhérents à ce dossier de financement-là ont été mitigés. Je préfère dire mitigés parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas éviter le risque, on l'accepte, on le mitige ou on le partage. Donc, on l'atténue, on le partage. Donc, le rôle de l'analyse crédit, c'est d'atténuer, n'est-ce pas, les risques inhérents au crédit octroyé à une entreprise. J'espère que c'est bien précis. Oui,
c'est bien précis. En même temps, ça me pousse également aussi à revenir sur cette question. Quelles sont les compétences que ces institutions financières recherchent auprès des candidats ou bien des personnes qui occupent ces postes-là? Mais quelles compétences ces personnes doivent avoir? C'est des compétences techniques que ces personnes doivent avoir pour pouvoir naturellement assumer pleinement ce rôle-là, analyse crédit. L'une des premières compétences à avoir, bon, en général, pour l'analyse crédit, on te parlera des bac plus 4, bac plus 5, ça c'est de façon générale. Mais la principale compétence à avoir, c'est avoir une qualité rédactionnelle et de communication. Et surtout, un esprit d'analyse et de synthèse. OK? Donc, vous êtes d'accord avec moi, puisqu'il s'agit d'un métier d'analyste, donc il faut quelqu'un qui a d'abord un esprit d'analyse. OK? Et une fois analysé, étant entendu que votre analyse est consignée dans un rapport, entre guillemets, donc ce rapport doit être synthétique, pas long. En général, une page, 2 pages maximum. Donc, il faut avoir une capacité d'esprit de synthèse. Bonne qualité rédactionnelle. Donc, vous êtes d'accord avec moi que pour synthétiser sa pensée, pour synthétiser, n'est-ce pas, ses propos, il faut avoir une certaine qualité rédactionnelle. Et puis, un esprit d'analyse. Donc, voici les deux, je pourrais dire les deux principales qualités à obtenir pour ce métier. Maintenant, excusez-moi si je vous coupe, il y a quelque chose de très important à rajouter à côté de tout cela. Étant entendu que nous sommes dans le secteur bancaire et que le secteur bancaire est très réglementé, il est plus que important aussi, en plus de ces deux qualités, à avoir une connaissance de la réglementation bancaire. Et cette connaissance de la réglementation bancaire là, est consignée dans la circulaire numéro 04/2017 de la Commission bancaire. Cette circulaire se trouve sur Google. Vous tapez Google circulaire numéro 04, vous allez avoir toutes les informations sur la gestion des risques. Donc, il est important pour toute personne qui veut travailler dans une banque de connaître la réglementation auquel fait face les banques. Donc, il est important d'avoir une petite idée avant d'aller à un entretien sur la circulaire 04 ou sur le dispositif prudentiel. Je vous remercie. Oui, je vous reçois bien. Excusez-moi, je suis un peu arrimé pour la qualité de ma voix. D'accord. Oui. Bon, d'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, il y a deux cas de figure. En général, lorsque on fait l'annonce pour les recrutements, il y a ce à quoi on est tous habitués, puisqu'on est tous passés par là. On vous parlera d'expérience professionnelle. OK?
En général, on dit une expérience de 3 ans, 5 ans minimum et autres. Et puis, bon, des fois, selon les cas, on fixe un âge maximum. OK. Donc, il va sans dire que si le poste, disons, l'entretien concerne quelqu'un qui n'a pas d'expérience, c'est différent de l'entretien de quelqu'un qui a une expérience. OK? Et lorsque la personne a déjà une petite expérience, quand on parle d'expérience, sachez que l'expérience, très souvent, on se crée des blocages. Quelqu'un qui a déjà fait plus de 6 mois, 9 mois, n'est-ce pas, dans une activité bien précise, doit être capable de défendre, parce qu'elle va comprendre, donc elle doit être capable de faire face, n'est-ce pas, aux différentes questions qu'on pose. Parce qu'il s'agit de se vendre. Ça, il faut le savoir. Donc, pour quelqu'un qui a une expérience, si le poste nécessite obligatoirement l'expérience, en général, ça nécessite l'expérience, on voudra savoir ce que vous faisiez, n'est-ce pas, dans la banque ou dans le secteur là où vous étiez avant. Oui. Oui. Mhm. Oui, mais justement, c'est ça le problème. De façon générale, de façon générale, l'entretien, on ne cherche pas quelqu'un qui sait déjà. Mais si tu as l'expérience, on veut savoir ce que tu faisais. Donc, la première question en général dans un entretien, on vous demandera qu'est-ce que vous faisiez? Vous diriez, j'étais analyse crédit, là où j'étais. C'est là la difficulté. Qu'est-ce que vous faisiez en tant qu'analyste crédit? C'est de là par les entretiens. OK? Donc, en fonction de ce que vous faisiez, maintenant, on vous pose les questions. Notamment, le BABA, ça veut dire que la première chose à savoir, on va vous poser la question selon vous, qu'est-ce qu'un risque crédit? Par exemple, qu'est-ce qu'un risque de crédit? Oui. OK. D'accord. Donc, si je viens présenter, je lui demande clairement bonjour, monsieur Silla. OK. D'accord. D'accord. Bonjour, monsieur Silla. Bonsoir, M. Niakoy. Oui, vous pouvez présenter, s'il vous plaît. Euh, Bon, je suis d'abord, sur... oui, allez-y. Oui, s'il vous plaît. Oh, d'abord, je tenais à vous dire merci d'être là. Et effectivement, nous recherchons un analyste crédit, n'est-ce pas, qui va D'accord. travailler avec le responsable crédit de la banque. D'accord. OK. Donc, D'accord. il faut noter que celui que nous cherchons aura pour principale activité d'analyser les dossiers de crédit, n'est-ce pas, de Oui. procéder à la cotation de l'ensemble des crédits de la banque, OK, OK. d'effectuer la révision du portefeuille D'accord. et puis de mener une étude sectorielle, n'est-ce pas, pour orienter sur la politique de crédit de la banque. Donc, vous serez D'accord. amené à faire tout cela avec le responsable crédit. D'accord. OK, donc vous pouvez vous présenter, nous parler de vous. Euh, Merci, M. Niakoy, une fois encore. Merci pour l'attention dont vous avez portée à mon dossier et de m'appeler afin que je puisse me retrouver en face de vous ce matin. Moi, je suis M. Silla Moussa. Je suis agent de crédit dans une institution de microfinance.
Et voyant votre appel qui m'a intéressé, c'est ainsi que j'ai postulé afin de briguer ce poste. Et voici la raison d'être dans vos locaux ce matin. D'accord. Vous pouvez nous parler de vous, votre parcours, votre expérience. Parlez-nous de vous, s'il vous plaît. D'accord. C'est vrai que vous avez parlé de vous, mais je vais dire que vous êtes dans une microfinance, vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites exactement? D'abord, comme vous avez parlé de mon parcours, je suis diplômé en Bac+3, en licence en administration des affaires à l'université de Kindia, en Guinée, Conakry. En 2015, je travaillais avec un établissement de transfert d'argent national et international jusqu'en 2018. Ensuite, j'ai quitté là-bas pour me lancer dans l'enseignement privé. En 2021, j'ai intégré une microfinance de mon pays, une microfinance nationale, appelée la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Guinée, qui était Mali. De 2021 en octobre 2023, j'ai été caissier. De 2023 en nos jours, je suis agent de crédit dans cette institution de microfinance. Et mon rôle ici, le premier rôle est de recevoir les clients, les conseiller, les informer sur les différents produits dont nous disposons, les donner des conseils sur l'utilisation des fonds empruntés, les conseiller, les encourager à épargner dans notre institution, recevoir les demandes de crédit des clients, analyser les demandes de crédit des clients, soumettre le dossier de demande des clients aux responsables, au service risque et service d'exploitation, jusqu'au décaissement des crédits, et ensuite suivre le cours de crédit jusqu'à la dernière échéance, car c'est nous ici, nous octroyons le crédit, en même temps, c'est nous qui sommes en charge du recouvrement du crédit aussi. Voilà, voici en quelque sorte ce que je fais dans mon institution. Je vous remercie, Monsieur Silla. Lorsque vous dites que vous analysez les demandes de crédit, vous faites quoi exactement? Comment cela se passe? D'abord, chez nous, dans notre institution, un client ne peut demander au préalable une personne ne peut demander au préalable un crédit sans être un client chez nous. Et qui parle d'être un client, c'est d'avoir un compte domicilié chez nous. Et ce compte-là, avant de demander le crédit, le client doit d'abord utiliser son compte au minimum de 2 à 3 mois, même s'il ne serait pas en contact avec nous, mais plutôt il sera en contact avec les caissières. Et cela permettra aux caissières de connaître un peu le client, mesurer son tempérament. Est-ce un client patient? Est-ce un client impatient? Est-ce un client vulgaire? Est-ce un client qui aime provoquer? Donc souvent, dès que la personne demande le crédit, les premières personnes dont nous nous contactons dans la boîte sont les caissières. Est-ce que vous avez connaissance de ce client? Comment se comporte-t-il? Il vient pour des questions de retrait ou de dépôt. Quand il y a problème de perturbation du système ou de connexion, comment ils réagissent? Donc, d'abord, nous évaluons ce premier contact avec les caissières. Ensuite, nous demandons aussi les besoins du client. Dans quoi la personne veut investir réellement les montants qu'il compte demander. C'est dans un cadre de consommation, d'ameublement, de construction. C'est un crédit qui va être injecté dans une affaire productive ou qui va juste être injecté dans des besoins personnels et que la personne se contente de rembourser avec son salaire. Donc, après avoir déterminé le besoin du client, dans quoi il veut injecter ce montant. Ensuite, si c'est lié à son salaire, nous essayons d'abord de savoir s'il est domicilié dans une autre banque.
est-ce qu'il n'a pas de crédit là-bas en cours? Monsieur Silla, excusez-moi si je vous Oui. arrête. Allez-y. Je parle de vous, hein. Je ne parle pas de ce que la banque fait. Quand vous dites nous, vous exactement, Oui. qu'est-ce que vous Ok, faites? bon, je parle. Lorsque Ok, d'accord. vous analysez là, vous faites quoi? Le client vient, il vous croise, vous, monsieur Silla, qu'est-ce que vous faites? D'accord. Bon, j'ai juste utilisé les pronoms nous. Bon, je vais changer Je par suis un je. client, je Parce que viens, je croise je monsieur procède. Silla, je vous viens et Oui, j'ai besoin d'un financement. À qui je d'accord. m'adresse? À vous, monsieur Silla? Bien sûr. D'accord, je m'adresse à vous, monsieur Silla. J'ai besoin de 100 Oui, millions pour importer de oui, la marchandise de Guinée. d'accord. J'ai une entreprise qui existe depuis 3 ans. D'accord. OK, je suis dans votre banque, ça fait maintenant 4 mois. Oui, J'ai ouvert mon compte il y a 4 mois. Vous pouvez voir la caissière. oui, Je oui. vous confie quelques mouvements. D'accord. En ce moment, qu'est-ce que vous Euh, faites? la première des choses que je procède à faire, c'est de vérifier d'abord l'existence de votre entreprise. OK. Si toutefois l'entreprise existe, c'est de procéder à voir est-ce que réellement l'activité déclarée, c'est dans la même activité qu'évolue l'entreprise. Deuxièmement, est-ce que les besoins déclarés par le client, est-ce que les besoins sont réels? Est-ce que réellement c'est dans ce besoin-là qu'il compte réellement investir le montant demandé? Et Ça, je comment vous demande. vous assurez? Comment vous vous assurez? Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que cela sera ainsi, s'il n'a pas encore reçu le financement? Voilà, parce que nous savons d'abord, pour faire des commandes des marchandises, il faudra forcément être d'abord en contact avec un fournisseur qui vous livre les marchandises. Soit c'est un nouveau fournisseur, ou soit c'est un fournisseur avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Si c'est un ancien fournisseur, nous vous demandons quelles sont les factures, quels sont les bordereaux qui prouvent réellement que c'est un ancien partenaire de vous, avec qui vous avez l'habitude de travailler. Si c'est un nouveau partenaire, je demande à la personne, alors quelles sont les marchandises que vous avez commandées? Nous lui demandons quel est le coût des marchandises que vous avez commandées. Vous, quel est votre apport dans le coût de la commande de marchandises et choses? Quel est votre apport dans le coût de marchandises commandées? Parce que moi, je ne donne pas le 100% au client de son besoin. Quand il me présente son projet ou son besoin, je lui demande d'abord le coût total de son besoin ou de son projet. Quand il me dit, je lui pose la question. Vous, personnellement, jusqu'à quelle hauteur vous serez capable d'apporter des fonds dans ce projet ou dans votre besoin? Parfois, il y a d'autres qui me disent qu'en réalité, ils n'ont rien. Ils ne comptent que cet argent. Moi, personnellement, tout client qui n'a pas de fonds de départ, minime que ce soit, d'investir et qui ne dépendent essentiellement, totalement que de moi, souvent je réclame ces clients. Je ne leur dis pas qu'ils n'auront pas la possibilité d'avoir les crédits, mais je leur dis d'aller encore faire des mouvements et chercher à avoir un fonds propre à eux qu'ils pourront essayer de compléter à travers le financement que moi je vais leur donner. Donc, ensuite, je vérifie encore si c'est parce que les entreprises diffèrent. Il y a d'autres qui disposent des documents normaux, qui tiennent leur livre de comptabilité normal, mais il y a d'autres, c'est à l'informel. Il n'y a pas de documents disponibles, mais en réalité, la petite entreprise existe, elle fait ses activités sont courantes, ça génère des revenus. Donc, là-bas, il faudra se rendre sur le terrain, il faudra avoir un entretien avec le client pour avoir une idée de ce qu'il fait. Ensuite, je cherche à me renseigner sur la stabilité de ses résidences. Est-ce que c'est un client qui est stable en résidence, en adresse? Est-ce que c'est un client qui n'est pas souvent en mouvement? Parce que ça rend des difficultés lors des recouvrements, au cas où les clients ne s'acquittent pas à temps. Comment Donc, vous vous assurez de ça? Comment vous assurez? Vous sortez, vous renseignez autour, vous posez des questions à qui? Comment ça se fait de façon pratique? bien sûr, d'abord, avant de sortir, aller sur le terrain, dans les locaux, je lui demande où vous habitez. Depuis combien d'années vous habitez à cet endroit? Je lui demande, OK, s'il me dit 1 an, 2 ans, où vous étiez avant? Là où il a quitté, je lui demande combien d'années a-t-il fait là-bas? Comme souvent, les avalises que la personne amène, les personnes caution, sont souvent des connaissances à eux. Je pose aussi la même question à ces personnes. Souvent, si les informations diffèrent, je saurai que le client me casse quelque chose.
Si les informations se concordent ou sont proches, je saurai que ce que le client m'apporte comme réponse est presque concrète. Donc, c'est comme ça que je procède à la vérification de la stabilité en résidence de la personne. Donc, c'est un peu ça. Lorsque vous avez vos différentes réponses, qu'est-ce que vous faites par la suite? Est-ce que c'est vous qui rédigez la demande de crédit du client? Bon, quand j'ai dit la demande, est-ce que c'est vous qui rédigez, qui mettez sur papier, n'est-ce pas? Qui rendez non, bancable? c'est au client de rédiger sa demande. Il porte le montant qu'il sollicite. Pas la demande, je veux dire de mettre sur papier son besoin. Oui, bien sûr. C'est vous, mais c'est le client. C'est moi. Bon, le client, c'est moi. Tout ce que le client fait chez moi, c'est d'écrire une demande adressée soit au directeur général ou au chef d'agence. Son souhait d'obtenir un prêt, comme vous l'avez dit, soit de 100 millions, dans le but d'investir dans tel. Et qu'il compte rembourser en tel nombre de mois. C'est comme ça que le client fait sa demande. Maintenant, tous les autres entretiens maintenant, donc c'est tout ce que nous aurons à... Nous allons faire une transmission, voilà, de demande du client à la hiérarchie. Donc, OK. Donc, le client venir exprimer son besoin oralement. Oui, oralement ou avec vous êtes assuré en lui posant plusieurs questions, vous avez fait quelques vérifications. Ensuite, c'est vous qui rédigez tout ce qu'il a dit sur papier, c'est vous qui mettez ça sur papier, c'est ça? Bien sûr. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous faites après? Ensuite, je fais la transmission de sa demande au service d'exploitation. Bon, chez nous, ici, le service risque n'existait pas. Tout était géré par le service d'exploitation. Au mois de février, le service risque a été instauré chez nous. Donc, en tout cas, c'est toujours sous la tutelle du directeur de l'exploitation. Donc, chez nous, ici, c'est le service d'exploitation qui s'occupait, comme vous l'avez dit au début, à l'analyse de risque de crédit et au service risque. C'était le même département, les mêmes personnes. C'est tout récemment là que ça a été scindé. Donc, une fois que la demande est soumise, donc souvent, si ce n'est pas les montants très élevés, si ce n'est pas des demandes qui demandent des expertises, de l'évaluation de la valeur de la garantie dont le client mise en gage, juste ce service-là se focalise de ce que nous avons transmis. Donc, il nous autorise à procéder au montage de dossier de demande de crédit du client. Donc, ce n'est pas vous qui montez le dossier du client. Hein? C'est nous, c'est moi qui monte le dossier du client. Donc, mais avant d'abord de monter, oui. Il faudra d'abord avoir l'aval du service d'exploitation. Ok, d'accord. Donc, vous à travers les documents fournis. Ok, merci bien. Ok. En tout cas, merci pour ces détails. Donc, rapidement, vous avez essayé d'expliquer comment fonctionne le processus d'octroi de crédit chez vous, comment ça se passe. On comprend que vous instruisez le dossier, vous avez l'accord de l'exploitation, vous montez le dossier, et ensuite, quel est le circuit du dossier? Ensuite, ensuite, je soumets le dossier physique maintenant au service d'exploitation. Okay. Bon, maintenant que le service risque est déjà mis en place, le dossier passe d'abord par le service risque. Le service risque analyse le dossier et il apporte des recommandations. S'il n'y a pas de suggestion, il dit encore pas d'objection. Le service risque transmet le dossier au service exploitation. Le service exploitation revoit aussi le dossier à son tour. Est-ce qu'il n'y a pas de manquement? Est-ce que le montant à rembourser par mois n'est pas supérieur par rapport à la capacité du client? Donc, ce service aussi fait son analyse. Si tout est OK, maintenant, on a un document qu'on appelle procès verbal et fiche de comité d'instruction de crédit. Donc, ils enregistrent le dossier à ce niveau. Les procès verbal aussi, ils enregistrent le dossier là-bas. Donc, ils apposent les casiers sur le dossier en cochant la case acceptée. Donc, les personnes qui ont siégé au comité d'instruction de crédit inscrivent leur nom sur le dossier et mettent les signatures. Nous, ils nous ramènent le dossier.
quand il nous ramène le dossier, nous maintenant, c'est à mon niveau, avec mon chef d'agence, nous procédons au décaissement des produits. Quand on dépasse, ça sera à moi aussi, dans mon institution, de suivre aussi le remboursement de ces prêts. Donc, en cas de retard, c'est moi qui fais le recouvrement. Tout. Donc, je dois tout faire de suivre les prêts à ce qu'ils ne soient pas tombés en retard. En Merci cas de beaucoup. retard, Oui. voilà, je procède au rapport. Si toutefois le retard va au-delà de 90 jours, ça sort de ma juridiction. Donc, il y a un service qu'on appelle chez nous ici, service recouvrement et contentieux. Le Ok. dossier sera C'est bien transmis noté. à ce service. Merci beaucoup, M. Silla. C'est bien noté. C'est bien vu que vous êtes très polyvalent. En tout cas, que savez-vous des groupes de clients liés? Je n'ai pas compris. Que savez-vous des groupes de clients liés? Vous savez ce que c'est, un groupe de clients liés? Un groupe de clients liés, Un groupe de clients liés. un groupe de personnes qui s'associent pour demander un prêt. Bon, pas forcément cela. Le groupe de clients liés, ce sont des clients qui ont un lien. De sorte que Okay. le lien est tel que si un client dépend de l'autre, si vous faites le financement à un, que l'autre en difficulté, cette difficulté va se répercuter, n'est-ce pas, sur le second. Tout à fait. Ce groupe de clients liés, sauf si je n'arrive pas à prendre connaissance. Mais souvent, dès que je prends connaissance, je ne fais pas ce genre de financement. Donc, si je comprends bien, lorsque vous faites ce que vous avez appelé votre analyse, vous checkez, vous posez les questions, vous ne cherchez pas à savoir si le client a d'autres sociétés, s'il est actionnaire d'une autre société, vous ne demandez pas ce type de questions. Bon, non, souvent, sauf si c'est des gros clients, des grands commerçants, ou ceux qui ont des entreprises qui sont vraiment en activité, mais ceux qui évoluent dans l'informel, des petits commerçants, je ne pose pas ces questions. Mais toujours, je pose souvent des questions pièges. Je leur demande, OK, je sais que déjà vous avez duré dans votre activité, même si vous êtes nouveau chez nous, je sais qu'auparavant, vous ne pouvez pas rester ou trouver sans avoir un endroit où garder votre argent. La banque où vous gardez votre argent, est-ce que vous arrivez souvent à garder des montants élevés? Je ne parle jamais de prêt. Ça, c'est d'abord, c'est ma stratégie de savoir réellement est-ce que la personne est dans une autre banque. Donc, si dans mes questions pièges, la personne me dit non, là-bas, je ne garde pas beaucoup d'argent, ou bien j'étais là-bas, j'ai quitté, directement, je me rends compte que la personne a un compte dans une autre banque. Et avant de faire quoi que ce soit, tu l'exiges à ce qu'il me ramène un document de cette banque qui atteste qu'il n'a pas de crédit en cours, qu'il n'a aucun engagement d'endettement là-bas, avant de faire quoi que ce soit. Ok, donc tout cela, c'est pourquoi vous assurez de tout ça. L'objectif, c'est quoi? C'est pour minimiser les risques de non-paiement du prêt. Merci bien, monsieur Silla. Avez-vous une idée de la cyclène numéro 04? Une minute. Ok, d'accord. Monsieur Silla, avez-vous une idée de la cyclène 04? Non. Non? D'accord. Oui, bon, vous, dans votre cas, vous êtes dans l'UEMOA, là. Vous avez dit quel pays, là? Oh, non. C'est Ah pourquoi non, quand j'ai levé la main tout de suite là, je vous c'est vrai. sur là-bas, je voulais poser la question. Quand Effectivement, vous vous avez n'êtes pas dans parlé de la l'UEMOA. connaissance de la réglementation bancaire, je voulais poser la question s'il s'agit de la réglementation de la zone dont il y a, ben de 2 mois, et dont il y a Ah autant non, pour c'est moi. l'UEMOA. Ok, d'accord. C'est bien. Noté. En tout cas, je vous remercie, puisqu'on nous disait que ça, on avait beaucoup à dire. Bon, je me suis concentré uniquement sur le volet analyse, parce que tu as entendu que dans un entretien, il y a les ressources humaines, il y a la direction générale, il y a d'autres compétences aussi qui rentrent dans l'entretien. Par exemple, laquelle les entretiens font autour d'une heure. OK. Donc, monsieur Nguessan, je pense qu'on a l'essentiel des informations qu'on recherche.
D'abord, je tenais à saluer, à féliciter M. Silla. J'ai été amené à le pousser à dire exactement ce qu'il fait. Et je note que c'est un client potentiel pour le poste recherché. C'est vrai qu'il est agent de crédit, mais l'activité qu'il fait, vous-même vous convenez avec moi qu'il prépare déjà les risques de dossier. Vous convenez avec moi qu'il analyse le dossier avant de... Et puis ensuite, il monte le dossier avant de le proposer aux membres du comité de crédit. Donc, de façon implicite, il répond au profil que nous recherchons. En termes de conseils, je pourrais lui dire, il a fallu que mes questions l'amènent à détailler ce qu'il fait. Et ce n'est pas évident que lors d'un entretien, on puisse trouver dans le jury quelqu'un qui vous pousse à parler longtemps comme ça. Donc, il faut qu'il anticipe. Il faut que lorsqu'il doit aller lorsqu'il doit faire un entretien, il n'attende pas qu'on lui pose les questions, n'est-ce pas, pour dire ce qu'il fait. Étant entendu que ce qu'il fait colle en partie avec le poste recherché, donc c'est à lui, n'est-ce pas, à partir d'une question, n'est-ce pas, de pouvoir montrer au jury que je peux être utile, vous pouvez avoir besoin de moi. Mais ne pas attendre au début, bon, c'est vrai qu'en début d'entretien, c'est toujours comme ça, il attendait des questions pour avoir des réponses. Et comme nous sommes dans un exercice, un cas d'école, moi je l'ai poussé, n'est-ce pas, à pouvoir dire exactement ce qu'il fait. Donc il faut que vous puissiez retenir, M. Silla, que lors des entretiens, il faut pouvoir conduire l'entretien. Conduire l'entretien, c'est quoi? Ne pas attendre qu'on vous pose les questions. Orienter les membres du jury vers ce que vous savez faire, n'est-ce pas? Donc, essayez de vous présenter comme vous l'avez fait sur les différentes tâches que vous faites, pour qu'on sache qu'on peut avoir besoin de vous. Vous êtes l'homme qu'il faut. C'est vraiment cela, donc je tenais à vous féliciter. Vous avez bien détaillé et dans le détail de votre activité, ça répond vraiment au poste recherché. Le seul hic, c'est que c'est moi qui vous ai poussé à le dire, mais il ne sera pas toujours le cas, n'est-ce pas, lors des entretiens. Voici D'accord. la principale remarque. Merci beaucoup, M. Niakoui, pour le conseil. Bon, j'ai compris que, bon, comme ce n'est pas dans la zone du mois, sinon c'est dans la circulaire, c'est réglementé. Il y a même un ratio pour ça. On appelle ce ratio le ratio de division des risques. Donc, ce ratio dit quoi? Lorsque la banque ne doit pas octroyer à un groupe de clients plus de 25% de ses fonds propres. Donc, lorsqu'on on fait un crédit, ou bien lorsqu'on ouvre un compte, on cherche à savoir si l'entreprise, le responsable n'a pas de participation dans d'autres entreprises. On cherche à savoir s'il n'a pas d'autres, parce qu'ici, il y a des chefs d'entreprise qui ont 3, 4 entreprises. Hein. Pour multiplier leur financement, ils créent une entreprise aujourd'hui, ils créent une autre, ils créent. Pendant que l'autre fait distribution, l'autre va faire BTP, l'autre va faire ceci. Mais vous verrez que c'est le même là que le principal chef, le principal gérant. OK? Donc, il va sans dire que s'il demande un crédit ici, il peut utiliser l'argent pour l'autre entreprise. Ou il demande un crédit au nom de cette entreprise, il demande l'autre crédit au nom de l'autre entreprise, il demande l'autre crédit au nom de l'autre entreprise. Donc, tout ça, là, ça fait une exposition globale qu'il faut pouvoir suivre de près. Et selon la réglementation, toutes ces expositions ne doivent pas dépasser 25% des fonds propres. Donc, c'est réglementaire. Donc, pour tous ceux qui sont dans la zone UMOA, ils ont l'obligation lorsqu'ils ils initient le dossier de crédit, de s'assurer que le client n'est pas exposé au nom d'une autre entreprise dans la banque. Mais je comprends que, comme ils ne sont pas dans la zone UMOA, donc ils ne sont pas regardants, mais pour tous ceux qui sont dans la zone UMOA, des 8 périodes de UMOA, il faut pouvoir regarder. Tous ceux qui font l'analyse aussi doivent analyser ce volet-là. À côté de ça aussi, à titre indicatif, comme il y a plusieurs personnes qui sont connectées, on regarde le groupe de clients liés, on regarde aussi ce qu'on appelle les parties liées. C'est réglementaire. Les parties liées, c'est tous ceux qui ont un lien avec la banque elle-même. Ça veut dire que les employés, les administrateurs, les fournisseurs de la banque. La banque passe des marchés à des fournisseurs
Est-ce que vous voyez? Donc, si le fournisseur demande un crédit à la même banque, le fournisseur est considéré comme une partie qui est liée à la banque. Donc, selon la réglementation, la banque ne doit pas faire des faveurs spécifiques à partir de ses fournisseurs, à partir de son personnel et ses administrateurs. Donc, il y a un ratio aussi à ce niveau-là sur les parties liées. Donc, il y a le groupe de clients liés. Ça, c'est les clients qui ont plusieurs entreprises qui sont liées avec leurs fournisseurs, avec d'autres. Et puis, il y a les parties liées. Ça, c'est ceux qui sont liés même avec la banque elle-même. Allez-y. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et je remercie monsieur l'expert pour cet exposé enrichissant. Et sans plus tarder, je vais poser une question. C'est une question qui est vraiment beaucoup plus orientée aux opérationnels qu'au risk manager. Et par exemple, quand une entreprise donne un chèque à une entreprise, et pourquoi une personne physique ne peut pas toucher ces chèques. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que dans les réglementations bancaires, est-ce qu'il y a un écrit qui l'interdit? Pardonnez-vous pour répondre à votre question. Je suis en train de faire des travaux ici, donc je n'ai pas bien entendu. Par exemple, vous donnez, moi je suis chef d'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise aussi. J'ai fait des prestations de services pour votre entreprise. Maintenant, vous faites un chèque au nom de mon entreprise. Maintenant, moi, en tant que gérant, je ne peux pas toucher le chèque. Moi, personnellement, il faut que je fasse un virement compte à compte pour mon entreprise et faire un autre chèque pour moi-même. Maintenant, est-ce que dans les réglementations bancaires, est-ce qu'il y a un écrit qui dit une personne physique ne peut pas toucher un chèque adressé à une entreprise? Oui. OK. Non, en fait, je dis par exemple FIDIS. FIDIS, vous êtes FIDIS, moi je suis une entreprise, je dis entreprise Dial. Maintenant, je vous demande de me recruter un comptable. Vous recrutez le comptable pour moi. Maintenant, je vous dois quand même, je vous dois payer les services. Maintenant, je fais un chèque de FIDIS. Maintenant, vous, en tant que gérant de FIDIS, vous avez besoin d'argent tout de suite, de liquidité, vous endossez le chèque à votre nom, alors que le chèque est émis au nom de FIDIS. Maintenant, vous allez à la banque dit non, vous ne pouvez pas toucher le chèque parce que le chèque est émis au nom d'une entité morale. Vous comprenez? Oui, c'est bien compris. Et je voudrais savoir dans les circulaires, parce que moi, j'ai travaillé dans une banque quand même et j'étais chargé de la mise en place des prêts en réalité. Maintenant, dans les opérations, pratiquement, on maîtrise toutes les opérations bancaires. On fait les comptes à compte, on fait les transferts internationaux et tout. Vous comprenez? Maintenant, je sais que quand même, quand une entreprise endosse le chèque au nom d'une autre entreprise, il faut quand même un cachet de l'émetteur. Celui qui endosse ça peut passer. Mais pour une personne physique, ça ne peut pas passer. Maintenant, je voudrais savoir dans les circulaires, comme vous êtes dans les risques, dans les circulaires de la BCAO, est-ce qu'il y a un écrit, est-ce que vous pouvez me donner le numéro d'un circulaire où je peux trouver que qui empêche ça de l'entreprise? On n'a pas besoin des circulaires. C'est vraiment très simple. On est d'accord que l'entreprise est une personne morale. Oui. Okay? Voilà. Donc, si l'entreprise est une personne morale, donc ça veut dire qu'elle a des signataires, entre guillemets. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a des personnes qui engagent l'entreprise.
dans le cadre même des opérations bancaires, ce n'est pas forcément le gérant. Il y a des entreprises où c'est le directeur financier et puis le DG qui ont droit de signature, par exemple, sur le chèque, sur ce qu'on appelle, sur le décaissement ou l'encaissement. Oui. Voilà. Donc, ce que je vais dire que lorsque c'est au nom d'une entreprise, vous êtes d'accord avec moi que c'est les mandataires de l'entreprise qui doivent pouvoir encaisser le chèque. Donc, ces mandataires-là peuvent donner mandat soit au gérant. Maintenant, si c'est le gérant même là, que le mandataire, il ne pense pas qu'il y ait des difficultés à encaisser le chèque au nom de l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Il veut dire que de façon pratique, on dissocie le gérant de l'entreprise qui est une personne morale et le gérant qui est une personne physique. Maintenant, ça dépend du statut juridique de l'entreprise. Si c'est une entreprise individuelle, dans ce cas, le gérant est confondu à l'entreprise. Si c'est une société à responsabilité limitée, à une SARL, il y a un autre type de fonctionnement. Si c'est une SARLU, société à responsabilité limitée unipersonnelle, il y a un type de. Donc, je veux dire, en fonction du statut de l'entreprise, en fonction de ceux qui ont pouvoir des signatures, je ne pense pas qu'il y ait un problème pour endosser, pour encaisser le chèque. Non, je pense que vous n'avez pas compris. Par exemple, je vous donne un exemple clair. Okay. Vous avez votre compte à Ecobank, Côte d'Ivoire. Okay. Maintenant, compte personnel, mais compte entreprise. Compte personnel ou compte entreprise? Compte entreprise. OK. Maintenant, vous avez votre compte entreprise, vous êtes le signataire sur le compte à Ecobank. Okay. Maintenant, FIDIS vous donne un chèque Banque Atlantique. C'est ça. Banque Atlantique, vous n'avez pas de compte là-bas et ne sait pas que vous avez même une entreprise. OK. Vous comprenez? Maintenant, vous, étant donné que vous avez besoin de liquidité, vous allez endosser le chèque qui est émis au nom de votre entreprise à votre nom. Vous endossez, vous faites des signatures. L'entreprise endosse le chèque à votre nom et vous mettez votre adresse et vous signez. Vous allez à la Banque Atlantique pour toucher le chèque. Maintenant, la banque vous dit non, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible. Non, vous ne pouvez pas avoir la liquidité puisque quand c'est comme ça, là, très souvent les chèques comme ça, là, c'est des chèques entre guillemets barrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des chèques qu'on doit pouvoir encaisser sur le compte de l'entreprise. Et une fois là-bas, vous pouvez retirer. Même si ce n'est pas barré, le fait que ce soit pour une entreprise, n'est-ce pas, vous devez faire la remise chèque. C'est comme une remise au fait. Normalement, vous devez faire. Mais souvent, on rencontre des cas de ce genre, un chèque émis au nom d'une entreprise et que une personne veut prendre, a besoin d'argent, veut prendre. Maintenant, moi, j'ai besoin de l'écrit qui empêche ça, qui réglemente ça, quoi, en réalité. On va laisser peut-être M. Ibrahim Fofana dire un mot. Il y a personne qui peut donner une réponse. Peut-être que comme il est dans votre environnement, il peut donner une réponse qui va aider. Moi, j'ai cherché en vain, j'ai pas vu d'écrit, j'ai demandé à des experts comptables, j'ai demandé, mais étant donné, dans les banques, on nous disait que ce n'était pas possible. Maintenant, même entreprise, il faut quand même que l'entreprise qui a donné le chèque à l'autre entreprise mette son cachet derrière à l'endos du chèque. Parce que je suis passé par la compagnie. C'est comme ça. Mais je n'ai pas vu d'écrit qui réglemente ça en réalité, parce que normalement, quand même, il doit y avoir des écrits qui empêchent ça. Mais c'est des bonnes pratiques. Je n'ai pas eu de réponse qui me dit, il faut aller dans tel arrêté ministériel de l'UEMOA. Non, il n'y a pas de problème. On va voir peut-être que M. Ibrahim qui a demandé, peut-être qu'il peut donner, si c'est pour le même sujet rapidement, quoi. En tout cas, j'ai demandé en vain à des experts comptables qui ne savent pas. Bon. Et moi, je pense que c'est une bonne pratique, hein, parce qu'on ne peut pas mettre un chèque au nom d'une entreprise et puis quelqu'un va venir dire j'ai besoin d'argent, il me faut qu'il décaisse. Ce n'est pas comme ça. Je veux dire, ça, ce n'est pas comme ça. C'est au nom de l'entreprise, ce n'est pas à titre personnel pour le gérant. Non. Donc, il fait une remise sur le compte de l'entreprise et puis là-bas, maintenant, il a la main dessus, il fait ce qu'il veut. Oui, souvent aussi, par exemple, j'ai une entreprise, et je prends le même exemple, j'ai une entreprise, j'ai fait des prestations pour FIDIS. FIDIS, au lieu de faire le chèque au nom de l'entreprise, ils font le chèque à mon nom, au nom du gérant. Et sans que je fasse un mandat
pour l'entreprise de faire le chèque à mon nom. Ils font Ça, c'est différent, ça, c'est facile. C'est facile. Voilà, ils ont fait avoir de nouveau retiré. Maintenant, si c'est au nom de l'entreprise, vous êtes d'accord avec moi que on ne peut pas permettre que c'est au nom de l'entreprise, puis quelqu'un, même étant, bien que cette personne soit le gérant, puisse venir encaisser. Non, non, non. Il fait la remise sur le compte de l'entreprise. Maintenant, là-bas, c'est son compte. Sur le compte de l'entreprise, il peut faire tout ce qu'il veut là-bas. C'est comme ça. Oui. En tout cas, souvent, on voit ça. Moi-même, j'ai vu ça. Et comme je suis comptable de formation, j'ai vu ça. J'ai travaillé dans la brousse. Maintenant, là-bas, tu trouveras qu'ils n'ont même pas de NIF ou bien ils ont des NIF. D'autant plus que là-bas, il n'y a pas trop de commerçants. Donc, tu es obligé de le faire. Parce que toi, tu as plus besoin de la personne que le contraire. Donc, tu es obligé de faire le chèque ou bien de donner l'argent cash au gérant, aux commerçants. Maintenant, donc, c'est pas au nom du gérant. Oui, au nom du gérant. Il Oui. vient, il donne sa pièce d'identité, tu fais la copie, tu lui donnes le cash. Même il n'y a pas de banque là-bas en réalité. C'est pour cela que je suis en train de chercher quand même. Non, je n'ai pas d'informations là-dessus. Peut-être qu'on va voir si peut-être il y a une circulaire qui parle de ça. Puisque maintenant, on a eu cette Ok. Sinon, je suis même rentré dans le site de la BCA où chercher les circulaires, je n'ai pas vu. Comme vous êtes étant dans le domaine des risques, raison pour laquelle j'ai posé la question en fait. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez bien fait. Merci vraiment. Merci. D'accord. Merci, monsieur. Moi, ma question, c'était en rapport un peu par rapport à l'intervention de monsieur Silla, où il disait comme ça qu'il ne finançait pas le projet d'un client à 100%. Donc, j'aimerais poser la question au formateur de savoir quel est le risque de financer le projet d'un client à 100%. Oh, le risque, bon, ce n'est pas un thème de risque, mais c'est un thème de... je pourrais dire, il y a un volet psychologique par derrière qu'il faut prendre en compte. Lorsque vous aidez quelqu'un de façon générale, ou vous financez quelqu'un qui n'a rien à apporter, il y a plus de chances qu'il dilapide, qu'il ne vous rembourse pas, je vous assure. Quelqu'un vient vous expliquer son projet. S'il ne vous a pas dit, voici ce que voici ma part, je sollicite de l'aide, que vous financez en totalité, il ne comprend pas, pour parler terre à terre, l'importance, la valeur, c'est-à-dire que lui-même, là, il n'accorde pas des sérieux à son projet. Parce que s'il accorde un certain sérieux à son projet, il va sans dire que lui-même va déjà, comme on dit, la banque finance ceux qui ont de l'argent. En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on dit, hein? En Côte d'Ivoire, on paraphrase. C'est vrai que c'est pour ironiser. On dit la banque ne finance pas les pauvres. Donc, a toujours apport initial. Apport initial. Tu as un projet, qu'est-ce que tu as fait toi-même pour qu'on puisse te financer, pour qu'on puisse t'aider de façon générale? Voici un peu l'idée psychologique. Une fois que quelqu'un a souffert, lui-même l'a eu peut-être 30%, et puis maintenant il vient, il demande de l'aide. Quand vous l'aidez, c'est sûr qu'il va vous rembourser, mais il va réaliser le projet. Mais il ne faut aucun effort, vous venez vous financer à 100%, mais il va dilapider les fonds. Donc il y a un aspect psychologique d'abord, un aspect humain qui explique ça. Ça, c'est un. De deux, la banque ne finance pas la marge. OK? La banque finance le projet. Imaginons que vous avez un bon de commande. Vous êtes une entreprise, vous avez obtenu un bon de commande. OK? Mais vous allez facturer votre commande. Quand vous dites ma prestation coûte 100 000 francs, mais dans les 100 000 francs, là, il y a peut-être 70 000 francs pour réaliser le marché, et puis il y a 30 000 francs de votre marge. Et puis vous allez dire à votre client, moi, ma prestation, c'est 100 000. Mais si votre prestation est 100 000, vous n'allez pas me dire que c'est 100 000 francs que vous avez utilisé. Vous avez utilisé forcément, vous avez besoin d'une marge. Donc, si la banque vous finance les 100 000, c'est comme si elle a financé votre besoin et votre marge. OK? Mais la banque ne va pas financer votre marge, la banque finance votre besoin. Donc, elle va vous financer 70 000 sur votre besoin, sur les 100 000 que vous avez facturés, de sorte que vous utilisez les 70 000, et puis lorsque vous payez, vous allez prendre votre marge. Il y a aussi ce fait-là. Et pour finir, un troisième aspect, c'est le fait que dans chaque banque, il y a une politique de prise de risque, il y a une politique de crédit.
Et la politique des crédits en général des banques, elles ne financent pas les 100%, elles vont financer les 70% ou les 80% maximum. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, Et puis, c'est il y a bien plus de noté. risques à financer 100% qu'à financer 70%. Donc, on diminue le risque. Quelqu'un qui prend un risque sur 100%, et puis quelqu'un qui prend un risque sur 70%, vous êtes d'accord avec moi entre les deux là? C'est celui qui a pris son risque sur 70% qui est plus prudent, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et vous-même, pour tous ceux qui sont là, dans la vie de tous les jours, si quelqu'un vient vous exposer un projet que lui-même n'a pas participé, je vous déconseille même de... Vous pouvez l'aider totalement, mais si c'est un crédit, je vous déconseille de faire le crédit, parce que ce sera difficile. En général, quand la personne a participé à son projet, que vous l'aidez, voilà. Mais s'il ne participe pas du tout, que vous prenez tout en charge, il va voir ça comme un don et il va dilapider. Madame Noura Diaby, j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, oui. Merci bien. Alors, moi, je voulais revenir sur la circulaire numéro 4, parce que nous, on ne travaille pas en banque. Moi, je ne travaille pas en banque, donc je voulais savoir la circulaire 04, c'est quoi? Oh non, c'est la circulaire qui parle de gestion des risques. Bon, je ne sais pas si vous êtes dans la zone c'est UMOA, mais dans la zone UMOA, il essaie de transposer les, les, les accords de Bâle, qui sont des accords internationaux, dans l'UEMOA. Donc, la transposition dans l'UEMOA, ils ont essayé d'adapter aux réalités de la zone UEMOA. Donc, ils ont mis, qu'on appelle un dispositif qu'on appelle le dispositif prudentiel. Donc, la mise en application de ce dispositif de façon pratique là, a généré des circulaires. Donc, la circulaire numéro 01, c'est la gouvernance, comment créer une banque, comment gérer une banque. La circulaire numéro 03, ça part de l'audit interne, comment mener les audits d'une banque. La circulaire numéro 4, c'est comment gérer les risques. La circulaire numéro 5, c'est comment faire le contrôle permanent, comment on appelle la conformité, comment mettre la banque en conformité, ainsi de suite. Donc, les circulaires, là, c'est des mises en application des règles prudentielles de la banque, n'est-ce pas, dans la transposition des accords de Bâle dans l'UEMOA. Donc, la 4, elle s'adresse au métier des risques. La gestion des risques de crédit, la gestion des risques opérationnels, la gestion des risques de marché et la gestion des risques de liquidité et la gestion des autres risques. Donc, tout ce qui est risque, comment il faut les gérer, quelles sont les mises en œuvre, quelles sont les applications que la banque doit faire, c'est situé dans la circulaire 04. Donc, la banque ne fait qu'appliquer tout ce qui est dans la circulaire 04, rien d'autre. Elle ne doit pas sortir de là, elle ne doit pas rajouter, elle doit se conformer à ce qui est mis dans la 04 en ce qui concerne la gestion des risques. Tout ce qui concerne la conformité, elle doit s'aligner sur tout ce qui est mis dans la circulaire numéro 05. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça, c'est tout ce qui concerne la gouvernance, la circulaire numéro 01. Donc, c'est comme ça, au niveau de l'UEMOA, les circulaires permettent la mise en application des différents métiers de la banque. C'est bon? 04, c'est pour les risques. Mais il y a un lien entre analyse crédit et analyse risque crédit, comme on a vu tout à l'heure, c'est pratiquement lié.
D'accord. Merci.